En virage cette semaine, on fait l'essai de la Nissan Z Nismo. Charles Drouin de la Corporation Mobilis va être ici pour nous parler du salon du véhicule électrique. On se déplace chez Desharnais Pneus Mécaniques pour la deuxième chronique de pneus. Beaucoup de nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard et on répond à vos questions. Tout cela en virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Alors, beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui. Et pour ce faire, je suis avec Marc Bouchard. Salut, Marc. Salut, mon cher. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Jacques, bienvenue faire relâche, là. Il y a une petite grippe d'homme. Ouais, mais c'est un rhume de cerveau quand même, il faut lui donner ça. Bon rétablissement à Jacques qui va être avec nous la semaine prochaine en pleine forme. Marc, on va commencer avec la Nissan Z Nismo, version hautement sportive du véhicule. Tu es arrivé avec. J'ai fait un tour dans cette voiture-là, puis c'est toujours agréable de conduire cette voiture-là qui ressemble davantage à un muscle car qu'à une pure japonaise. Ouais. Moi, je dois le dire, là, les anciennes générations de Nissan Z, je suis pas un fan. Je trouvais que la 350, elle était difficile à conserver en piste. C'était lourd, c'était pas évident. Et je me rappelle quand on a lancé la nouvelle Z, la 400, celle-là, on nous a amené, rappelle-toi, au Mont-Tremblant, une journée de pluie torrentielle. Et on nous dit, vous allez suivre Valérie Limoges, qui, en passant, vient de remporter pour la deuxième fois le championnat de la Coupe Nissan Sentra. Et vous allez la suivre. Ben oui. Déjà que j'avais peur de la Nissan Z, embarquer sur la piste avec ça, j'ai dit, je vais me péter à la face, c'est sûr. Finalement, elle était assez maniable. Et là, on arrive avec une version qui l'est encore plus. Évidemment, il y a quelques compromis quant au confort, je te dirais, parce que c'est un véhicule, la Nismo. Rappelons que Nismo, là, c'est pas Nissan Motorsport. Donc, ça donne une idée de la personnalité. On arrive avec un véhicule qui est un peu plus puissant, 420 chevaux, toujours le même V6 3 litres biturbo, mais on l'a un peu peaufiné, on a modifié les entrées d'air, donc ça a été modifié. Suspension qui a été modifiée considérablement aussi. Le châssis qui a été rendu plus rigide parce qu'on a des nouvelles barres de soutènement qui sont plus rigides. Donc, on le sent évidemment quand on est sur la route. J'ai pas eu l'opportunité de l'essayer sur la piste, celle-là, mais sur la route, je peux dire qu'on ressent davantage les différents obstacles, évidemment. Malgré tout, les sièges Recaro sont relativement confortables. Bien sûr, ils donnent surtout une position de conduite qui est absolument parfaite, mais ils absorbent quand même pas mal les bosses. Là. Je peux pas dire, j'ai fait 2 heures à son volant, puis je suis pas sorti de là avec un mal de dos. Là. Fait que c'est déjà ça de rassurant. Non, les modifications sont vraiment intéressantes sur le véhicule parce que on l'a poussé plus loin. Tu parlais des anciennes versions, c'est ça qui manquait. Oui. Il manquait d'aller un petit peu plus loin au niveau sport pour être capable de dire est-ce que je choisis une voiture la Z ou est-ce que je choisis une Mustang ou est-ce que je choisis une Camaro ou peu importe. Parce que moi, je pense qu'il faut aller davantage dans les véhicules américains pour comparer cette voiture-là parce que c'est une brute, vraiment une brute, là, mais qu'on peut conduire à tous les jours. Parce que, tu l'as dit, le confort des sièges, l'aménagement intérieur qui est vraiment pas mal mieux que dans les anciennes générations. Là, on a fait tout qu'un coup de barre avec ça à l'intérieur. Les modes de conduite qui sont pas juste là par hasard. Là. Quand tu t'en vas au mode sport, ça paraît. Oui, quand tu la mets en mode Sport Plus, par exemple, c'est une 9 vitesses automatique. Ça, c'est d'ailleurs la partie qui peut-être fait un peu pleurer les puristes. Là. J'y arrivais avec la boîte manuelle qui manque drastiquement parce que Nissan a une bonne boîte manuelle courte, sportive, qu'on n'a pas placée dans la Nismo. Non, effectivement. Mais ce qu'on nous dit, en fait, c'est que comme celle-là a beaucoup plus de couple, on parle de 384 livres-pieds contre les 350 de la Z traditionnelle, bien, on n'était pas sûr, en fait, de la façon dont c'était pour réagir. On aurait pu quand même choisir une boîte automatique peut-être un peu plus performante. Du double embrayage qui existe un peu partout. Bien, qu'on a sur la GTR, entre autres chez Nissan. C'est pas une nouveauté. Donc, on aurait probablement pu adapter quelque chose de différent. En mode Sport Plus, ça s'appelle « Assure-toi que ta ceinture est attachée » parce que les changements de vitesse sont extrêmement rapides, mais extrêmement radicaux. C'est vraiment des à-coups profonds.
Probablement que sur une piste, c'est parfait. Je l'ai dit, je ne l'ai pas essayé sur la piste, donc je n'ai pas pu le constater. Mais normalement, en mode confort, elle est tout à fait correcte. Elle se conduit très bien. Et tu le dis, c'est une brute, mais une brute facile à domestiquer et une voiture qui a une tenue de route exceptionnelle. Autant avant, je trouvais qu'elle avait une tendance à valser un peu trop, autant celle-là, je trouve qu'elle est beaucoup plus stable qu'elle ne l'était. Évidemment, tout n'est pas étranger. Les roues sont plus larges. On a vraiment fait des apports particuliers. La question, cependant, sa voiture qu'on a en studio vaut 79 283 $. Est-ce que vraiment on doit payer pour la version Nismo ou si la Z, il y a une version performance de la Z, serait largement suffisante? Moi, je pense que compte tenu, à moins que vous soyez quelqu'un qui passez vos fins de semaine d'été à aller faire de la piste puis à aller faire du lapping, puis que vous n'avez pas envie de vous payer une remorque pour la transporter, donc vous pouvez y aller en la conduisant. Sinon, évidemment, la Z Performance fait tout à fait le travail, mais celle-là, elle est facile à contrôler, facile, je le dis, à domestiquer, à maîtriser dans toutes les circonstances. Et au bonheur, elle a un petit son que je trouve très agréable. J'avoue que je me suis amusé absolument inutilement à rincer le moteur pour écouter l'échappement. C'est vraiment un beau petit volume. Et ça, c'est agréable aussi. C'est un point majeur. Puis ça, tu l'as mentionné, la grande question, c'est regarder la différence de prix. Parce que l'avantage de la Z, c'est son prix. Bien oui. Son prix de départ. Parce que pour aller chercher autant de performance, si on arrive dans les mêmes prix, puis que là, on doit se battre avec une Mustang, on doit se battre même avec une Corvette, alors pas loin. Faut faire attention dans son choix, évidemment, parce que la version de base est fort agréable, la Z. Là. Oui, puis on a quand même 400 chevaux. On a quand même un véhicule qui est assez solide aussi. 40 quelques mille dollars, là. Qui est beaucoup plus homogène aussi. Ça, comme je te dis, c'est vraiment beaucoup plus extrême. C'est plus pointu. Dans certaines conditions. Il faut aller faire de la piste pour vraiment apprécier la version Nismo. Exactement. Mais là où tu as raison, c'est que c'est un muscle car. Et on a pris exemple sur les Américains pour faire un intérieur qui est plus confortable, plus convivial, un système d'infodivertissement qui va bien, qui n'a pas Android Auto sans fil, à mon grand désespoir. Je comprends pas. Mais bref, on ne l'a pas sans fil. Mais on est quand même capable de rouler. Je le dis, j'ai fait plus de 200 km à son volant en m'en venant en studio. Et honnêtement, j'aurais continué sans problème. Donc, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. Mais pour la partie extrême, je ne suis pas certain que j'irai payer la différence. Mais écoutez, en plus, elle a un look particulier. C'est une Nismo. Regardez les roues de cette voiture-là. Ce sont des roues exclusives à Nismo. Il y a plein d'éléments particuliers, tant esthétiques que mécaniques, qui ont été propres à Nismo. Et je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Un véhicule de choix bien assemblé, bien construit, durable, parce que les anciennes générations, Marc, nous l'ont prouvé que c'est une voiture qui passait bien le temps. C'est une voiture qui est fiable, même si on la brasse un petit peu. Puis qui a quand même une valeur de revente intéressante parce que je pense qu'elle est plus populaire dans le véhicule d'occasion que dans le véhicule neuf. Oui, bien effectivement. Puis tu l'as dit, hein, surtout, même pas cette version-là, mais les versions traditionnelles sont déjà pas très chères à l'achat pour tout ce qu'elles nous procurent. Donc, dans le véhicule d'occasion, on est capable d'aller chercher vraiment quelque chose d'intéressant. Mais c'est une voiture qui a ses adeptes. Je l'ai depuis 2-3 jours, par exemple, que je la conduis. Et le nombre de personnes qui ont arrêté chez moi pour venir la voir, parce que ce sont des maniaques de la Z depuis ses débuts. C'est la 7e génération, si je ne me trompe pas, 6e ou 7e. Et honnêtement, il y a vraiment des puristes, des enthousiastes de la Z. Je peux dire que j'en ai rencontré pas mal au cours de la dernière semaine. Absolument. Nissan Z, Nismo, une belle voiture à considérer lorsqu'on veut s'en aller dans le côté sport de la chose. Totalement. Merci Marc, on se revoit tantôt pour les nouvelles de l'industrie. Bien sûr. En revolant, on s'arrête en virage et on vous revient, restez avec nous. CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant accompagné de M. Charles Drouin, qui est chef de la direction de la Corporation Mobilis et directeur des salons de l'auto et du véhicule électrique. Salut Charles. Salut. Ça va bien? Très bien. Alors, c'est le salon du véhicule électrique qu'on va parler aujourd'hui. Un salon axé sur la mobilité électrique, disons-le comme ça. Et Charles, ça grossit pas mal, là, ce salon-là. Je peux te dire que vraiment, là, il a pris un autre tournant au cours des dernières années. Mais on va y aller avec cette 5e édition. Parle-nous de cette édition. Le Salon électrique de Québec revient au Centre de foire.
sur le site d'Exposité. Donc, c'est du 25 au 27 octobre prochain. C'est vraiment l'endroit idéal là, pour venir se renseigner, s'informer sur les nouveautés dans le monde du véhicule électrique. Évidemment, comparer les différents modèles, pourquoi pas en essayer également. Et soit se procurer son premier véhicule électrique, voire même son deuxième véhicule électrique. C'est vraiment là, tout ce qui touche de près ou de loin à l'électrification des transports et aux véhicules électriques. C'est ça, parce qu'on retrouve plein de choses sur ce salon-là, mais on va y revenir tantôt. Là, on va parler des marques, des modèles, parce que, bon, au début, là, on n'était pas sûr au niveau des fabricants. Oui. Mais là, ça explose vraiment parce que les véhicules électriques arrivent à peu près partout. Absolument, ça allait exploser. Je me rappelle, il y a quelques années, là, c'est notre 5e édition déjà cette année, mais il y a quelques années qu'on avait débuté le salon électrique, on avait quoi, 5-6 marques. Et cette année, c'est plus de 20 manufacturiers, marques présentes sur place. Donc, pour les nommer rapidement, là, sont tous là. C'est pas compliqué, que ce soit Toyota, Lexus, Nissan, Kia, Hyundai, Mazda, Subaru, Ford, GM, Buick, Cadillac, Stellantis, vraiment, puis j'en oublie, là, je nomme pas tous. Genesis, même Audi, Porsche sont là, Mercedes, Volvo. Polestar est là également pour la première fois. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on va pouvoir voir des nouveautés, même primeurs, je dirais. On a la toute nouvelle Macan de chez Porsche, le EV, qui va être présent. Primaire, ça, absolument. La nouvelle Equinox également, le nouveau Silverado également qui va être sur place. Un véhicule qui fait tourner beaucoup les têtes, qu'on commence à voir sur la route, le Hummer également, EV, va être présent. Donc, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Absolument. Les gens vont non seulement pouvoir les voir, mais vous avez encore une période d'essai. Donc, vous avez encore la possibilité de faire essayer les véhicules. Oui, ça, c'est vraiment l'incontournable du salon. C'est en collaboration avec l'AVEC, donc l'Association des véhicules électriques du Québec. Cette année, un autre record, c'est 40 véhicules, plus de 40 véhicules qui vont être à la disposition des visiteurs. Le principe est très, très simple. C'est premier inscrit, premier arrivé. C'est gratuit. Donc, on vient s'inscrire, on choisit le véhicule de son choix et par la suite, on fait une boucle de 5 km à l'extérieur du centre de foire et on peut faire autant d'essais que de disponibilité, évidemment, en fonction de l'horaire. On peut en faire à plusieurs reprises au cours de la journée. On se familiarise, évidemment, avec la conduite du véhicule électrique, mais surtout, on en profite pour poser nos questions. Exactement, parce que l'essayer, c'est vraiment là le nerf de la guerre. Puis si tu as la chance de pouvoir essayer 2 véhicules dans la même catégorie que tu hésites, bien là, déjà, tu es au salon, dans un environnement neutre, puis tu peux prendre ta décision. Je pense que c'est vraiment un incontournable, ça, ces fameux essais-là. Oui, absolument. Puis ce qui est le fun au salon, c'est qu'il n'y a pas de pression également. Donc, on peut comparer les différents modèles. Il n'y a pas de parcours dirigé non plus. Puis au-delà de magasiner son véhicule, le salon reste une vitrine exceptionnelle également pour faire rayonner tout ce qui touche le véhicule électrique. Cette année, entre autres, là, on a une trentaine de conférences réparties sur les 3 jours avec des sujets hyper diversifiés, que ce soit sur les bornes électriques, la recharge des véhicules électriques en hiver, l'achat d'un véhicule électrique usagé. On a même des vedettes cette année, Daniel, en conférence. 3 super vedettes qui vont être sur place, si vous voulez. Hein? On va voir, entre autres, Daniel Boudreau avec Jacques Bienvenu et Marc Bouchard. Vous allez être là. Vous allez être là durant 2 jours, donc vendredi, samedi, pour répondre aux questions du public. Ça va être super, super intéressant. Vous allez pouvoir nous poser des questions en direct, justement, au salon. Absolument. Et même, on a également aussi le retour de la piste cyclable à l'intérieur du centre de foire. Donc, c'est une piste qui est gigantesque, qui fait 150 pieds de long par 50 pieds environ. Cette année, c'est 3 commerçants de vélos électriques, pardon. Donc, on va pouvoir justement aussi essayer, s'amuser avec les différents vélos électriques à l'intérieur du centre de foire. De plus en plus populaire, d'ailleurs. Le salon tombe bien cette année, si on veut, parce que c'est la fin ou la diminution des incitatifs à l'achat d'un véhicule électrique. Et donc, on vient prendre notre décision au salon, puis on a la chance de pouvoir l'acheter avant la fin de ces incitatifs. Oui, tu l'as bien dit, justement, le gouvernement du Québec, si on fait un petit retour en arrière, dernièrement, a annoncé la fin graduelle de l'aide gouvernementale à l'achat d'un véhicule électrique. Actuellement, lorsqu'on se procure un véhicule électrique au Québec, on peut obtenir jusqu'à 7 000 $ de crédit. Et là, dès 2025, l'aide va diminuer à 4 000 $, 2026, 2 000 et 1er janvier 2027, c'est terminé. Pour ce qui est de l'aide du fédéral, ça, c'est 5 000 $ actuellement. Mais il faut savoir que l'aide est disponible jusqu'au 31 mars 2025 et qu'actuellement, il y a 50 même de l'enveloppe budgétaire qui est déjà allouée. Donc,
venez au Salon du véhicule électrique, magasinez, faites votre achat parce que vous pouvez obtenir jusqu'à 12 000 de crédit applicable. C'est vraiment le temps ou jamais. Il faut bien comprendre que pour certains véhicules, pas tous, pas toutes les marques, mais il y a encore certains délais avant de recevoir le véhicule. Et pour obtenir le crédit, justement, la subvention du gouvernement, il faut avoir reçu, bien évidemment, le véhicule. Oui, parce que ce n'est pas à l'achat ou à la commande, c'est à la prise de possession et, voilà. et à l'immatriculation. Oui, donc, c'est ça qu'il faut retenir. C'est vraiment important. Donc, tu nous résumes la 5e édition du Salon du véhicule électrique. Beaucoup de choses à aller voir, des essais et des exposants aussi en grand nombre. Beaucoup d'exposants, plus de 25 exposants cette année dans le cadre du Salon électrique, que ce soit pour faire installer des bornes électriques, des électriciens sur place, des organismes du gouvernement pour justement informer le consommateur sur les différents crédits offerts à l'achat d'un véhicule électrique. Pour les gens qui veulent travailler également dans le domaine de l'industrie automobile, il va y avoir des gens qui vont recruter, également des commerçants de motos électriques, trottinettes électriques, donc vraiment tout y est là, pour le consommateur. Sans oublier les conférences, la piste cyclable, les essais de voitures électriques. Le salon aura lieu du 25 au 27 octobre prochain, centre de foire d'Exposité. C'est présenté par IA Services aux concessionnaires en collaboration avec Banque Scotia. Et tous les abonnés membres CAA ont 3 de rabais applicables à l'achat du billet. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Charles Drouin. Merci. Alors, Charles Drouin de la Corporation Mobilis, il est chef de la direction là-bas. Ce qu'il faut mentionner, c'est que nous allons être sur place le 25, donc le vendredi 16h. C'est le temps pour venir nous poser vos questions. Et le samedi 11h également, on va être sur place. Jean, bienvenue, Marc Bouchard et moi pour répondre à vos questions. On s'arrête à Virage et on va. Chez Desharnais, profitez d'une remise postale allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, pour cette deuxième chronique, Danny, on va parler des pneus d'hiver, de tes coups de cœur que tu nous as emmenés ici en avant. Ouais. Mais juste avant, pour les gens qui ont, mettons, tu t'achètes une nouvelle voiture, est-ce que c'est plus avantageux d'avoir des pneus d'hiver sur un set de roues, des pneus d'été sur un autre set de roues, donc d'avoir 2 kits, autrement dit, pour pouvoir faire le changement, ou on garde nos roues d'origine puis on fait le changement des pneus? Sincèrement, c'est de plus en plus populaire d'avoir 2 ensembles complets avec les pneus d'été et les pneus d'hiver. Une des raisons qui explique ça, c'est que de plus en plus, les véhicules arrivent avec des jantes surdimensionnées, du 19, du 20, du 22 pouces. Quand on arrive et on fait des prix de pneus, c'est pas rare qu'on va arriver dans les eaux de 2500, 3000 $ juste pour les pneus. De là, l'importance de s'adresser à un spécialiste comme Desharnais, où j'ai des spécialistes qui vont vendre des marques, qui connaissent ça, qui vont être en mesure d'aider les gens à prendre la meilleure décision. Sincèrement, de plus en plus, on travaille avec des jantes d'alliage, de moins en moins de roues d'acier. On a des exemples frappants, là. Un exemple frappant, le Honda Civic en 18 pouces. Quand les gens vont arriver, on va leur suggérer de prendre le kit de 18 pour l'été, d'acheter des nouvelles jantes et de le placer en 16 pouces. Mais souvent, juste la différence, le même pneu, on va prendre un Nokian, il va avoir 125 à 150 $ de différence par pneu. Donc, on paye pratiquement au complet l'ensemble des jantes. Des roues, puis là, on n'a pas à déjanter puis à remettre les pneus sur l'autre kit de roues. Exactement. Fait que ça donne 2 ensemble, puis on sauve. Est-ce que des fois, par exemple, Danny, en 18 pouces, ou en 21 pouces, ou en 22 pouces, de garder la dimension d'origine pour les pneus d'hiver, est-ce que ça fait pas en sorte qu'en diminuant le pneu, on va avoir une meilleure qualité de pneu, une meilleure sécurité? Parce qu'un pneu d'hiver en 22 pouces, épais comme ça, je sais pas, là, mais... Bien, premièrement, avec les belles routes du ça Québec, va coûter plus... Ouais, les impacts de briser un pneu, c'est beaucoup plus fréquent. Autre chose, c'est que plus un flanc de pneu, plus le côté du pneu est étroit, plus le pneu, le composé du pneu en contact avec le sol est sollicité. Donc, l'usure est beaucoup plus rapide, première chose. C'est quoi l'avantage de garder un véhicule en 21 pouces? Il y en a des avantages. C'est la conduite sportive, c'est tout le côté
handling, qu'on peut dire, là, c'est sûr que la réaction va être plus rapide. Donc, le pneu d'hiver, à la base, on le dit à tous les clients qui viennent ici, c'est un compromis. C'est quoi le compromis? Le compromis, c'est d'avoir la plus grande sécurité possible. Bien, c'est d'avoir un pneu avec un flanc un peu plus large. Pourquoi? Plus de torsion, il est plus maniable, donc la traction va être encore mieux. On parlait des frais tantôt. De changer 4 roues qui sont déjà installées, même si on doit les rebalancer, mais les frais sont moins grands que de déjanter, de replacer le nouveau pneu, de rebalancer. Fait qu'on a une économie à faire 2 fois par saison. C'est toutes des choses comme ça que des spécialistes comme chez Desharnais, on va prendre le temps de vous expliquer puis de vous dire, les locations 4 ans, les gens mettent 4 pneus à 21 pouces, ils viennent nous revoir 2 hivers après, les pneus sont finis, il n'y a plus de pneus, il faut racheter un deuxième ensemble de pneus d'hiver. Ça fait pas l'affaire. Non, surtout quand tu te rappelles comment tu as payé le premier. Et même dans le choix des roues, là, il y a des roues d'alliage, il y a des roues d'acier. Donc, ça aussi, on a un petit choix à faire de ce côté-là. Oui, mais le choix, la tangente s'en va beaucoup vers les roues d'alliage pour quelques raisons. Premièrement, malheureusement, la roue d'acier, au fil des années, la qualité est un peu moins bonne. On voit que les roues, facilement, vont crochir un petit peu ou vont créer de la vibration. Le côté esthétique, on s'entend, une roue d'acier noire versus une roue d'alliage, c'est plus beau la roue d'alliage. Les fabricants de roues d'alliage se sont énormément améliorés. Maintenant, ils ont un revêtement spécial au niveau de la jante qui fait en sorte que la jante ne pique pas, la jante elle reste belle, même si on l'utilise juste en hiver. Le pactage de la neige dans les roues. Oui. Vibration. Les vibrations de la roue d'acier, ça vient. Oui, effectivement. Danny, évidemment, tu as parlé de location. Il y a beaucoup de changements de véhicules en location assez rapidement. Bon, des véhicules qui se vendent. Puis le véhicule qu'on achète, il n'y a jamais la même dimension de roues. Ça fait qu'on est obligé de s'acheter un autre ensemble de roues d'hiver et de roues d'acier. Ce qui fait que notre ancien ensemble, on le vend. Et là, les gens l'achètent. Mais des fois, on l'achète. Ah, peut-être que ça va faire. Je vais l'acheter, ça va faire. On essaie de faire en sorte que la roue, des fois, c'est pas tout à fait ce qu'il faut. Il y a des éléments à surveiller lorsqu'on achète justement un ensemble usagé. Puis malheureusement, les gens se font prendre à ce jeu-là. C'est que souvent, les gens vont dire le patronage ou le boulonnage, l'endroit où les boulons sont placés. Dire, OK, bien moi, c'est 5 boulons, puis il y a 114 mm entre mes boulons. Le kit qui est à vendre sur Marketplace, c'est exactement ça. Youpi, je l'achète, je le prends. Par contre, il y a une largeur d'agente à respecter et il y a l'emplacement sous le véhicule. On appelle ça le départ. Mais il y en a qui vont avoir des roues qui sont plus rentrées vers l'intérieur. Il y en a qui ont des roues plus vers l'extérieur. Fait que ça fait en sorte que le comportement du véhicule change complètement. Tu sais, c'est correct d'acheter des choses usagées quand on a un deal, comme on dit communément, sauf que si vous n'êtes pas sûr, prenez le temps de vous informer. Un spécialiste comme Desharnais, ça prend 3 minutes. On est capable de vous aider. Puis souvent, quand vous allez voir le prix des nouvelles jantes d'acier, les nouvelles roues d'alliage qu'on a présentement, parce que les fabricants se sont ajustés là, avec tout ce qui est en vente en ligne, c'est surprenant des fois les prix. Une roue d'alliage 16-17 pouces à 140, 150 $, c'est pas rare. Il y en a. Donc, ça vaut la peine. Oui. Danny, tu as apporté devant nous tes coups de cœur pour cette année ou les pneus davantage qui ont retenu ton attention. Oui, effectivement. Puis avant de parler des produits comme tels, les fabricants sont très agressifs au niveau des promotions. C'est important de s'informer. Il y a des promotions, on peut regarder que le Michelin qui est à ta droite ici, le XI Snow, qui était rendu à sa 4e année. C'est un excellent produit, c'est un beau vendeur, c'est un des produits les plus chers de l'industrie. Par contre, dans certaines périodes, au niveau de l'automne, Michelin paye la pause balance. Vous comprenez que ça change la facture en bout de ligne. Goodyear, la même chose. Goodyear avec le Winter Command Ultra, ils ont relancé ce produit-là. C'est un produit qui ne travaille pas comme le Michelin. C'est un produit qui est plus stable au niveau de la conduite, une meilleure stabilité. Super beau produit haut de gamme aussi. C'est tous des produits, là, qu'on regarde le Nokian, le Goodyear ou le Michelin, qui se situent à peu près dans les mêmes braquettes de prix, dans le même range, on peut dire, mais avec les promotions existantes, des fois, ça vaut la peine d'en profiter. Ça fait une différence. Si on me disait, c'est quoi ton coup de cœur dans ces pneus-là, sincèrement, au niveau de la douceur, confort de roulement, Michelin, vraiment un excellent produit. Nokian, je l'apprécie beaucoup parce que autant au niveau glace, sans crampons, c'est un produit qui est stable, c'est un produit qui est vraiment efficace. On veut aller dans les clous, cramponné d'usine, produit qui fonctionne très, très bien. D'ailleurs, cette compagnie-là
offre une garantie contre les risques routiers. C'est inclus avec la compagnie Nokian, une des seules compagnies présentement dans l'industrie qui offre ça. Ça veut dire quoi en bon québécois? Ouais. On brise un pneu, il n'est pas réparable, on revient en succursale. Chez Desharnais, vous êtes à Montréal, où quelqu'un vend du Nokian va faire la même chose. Il remplace le pneu sans frais, seulement la main-d'œuvre qui va être à vos frais. Payer un pneu 300 400 c'est une bonne nouvelle à l'occasion. As-tu des coups de cœur dans les pneus un peu plus budget? Sincèrement, quand on tombe dans les produits intermédiaires, Nokian a un produit qui s'appelle le Norman, qui est à l'arrière ici. C'est un produit qu'on peut avoir cramponné ou non. Sincèrement, c'est un produit au niveau rapport qualité-prix qui est très, très dur à battre. Cooper sont arrivés avec le Winter Evolution. Cooper font une réapparition, si on peut dire. Ils reviennent beaucoup dans le marché. C'est Goodyear qui est rendu propriétaire de cette compagnie-là. Avec l'Evolution, puis les promotions que je vous parlais tantôt, ils vont remettre près de 200 aux clients directement sur la facture. Ça fait un produit intermédiaire à un prix pratiquement d'entrée de gamme. Puis, ça vaut la peine de le... Il est ici en montre, on pourra vous le montrer. Puis, le Ceylon, qui est notre pneu à budget, si on peut dire, qui est un très, très gros vendeur chez nous. Efficace, produit le rapport qualité-prix quand les gens ont un peu moins de budget, là, qui remplit pas mal ses exigences. Voilà. On se reparle la semaine prochaine, Danny. Parfait. Merci, Daniel. Merci. Voici de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie d'importance en port de ça. On commence avec quoi? On commence avec Stellantis. Bon, on va placer Stellantis. On sait que Stellantis, ça va pas très bien de ce temps-là. Hein? Ouais. Au niveau des ventes, il y a Car Edge qui a fait un sondage qui s'est aperçu que les voitures Stellantis restaient souvent plus de 300 jours en concession. C'est le cas, entre autres, des Jeep Wagoneer, c'est le cas de la Fiat 500e, c'est le cas de... Bon, il y a plein de véhicules comme ça. La Fiat 500e, d'ailleurs, dont on a prolongé l'arrêt de production. Hein, parce que les ventes ne sont pas à la hauteur. Donc, on a décidé qu'on n'allait pas là. Par contre, ça n'empêche pas la compagnie de penser à certains développements pour plusieurs de ces modèles. Le premier de ces modèles-là, c'est le Jeep Compass. Pourquoi le Jeep Compass? Parce qu'évidemment, c'est un véhicule qui est populaire chez nous, mais qui a été aussi très populaire en Europe. Et là, on arrive avec une nouvelle plateforme, la STLA. On va en parler pas mal souvent de cette plateforme-là. Oui, parce qu'en fait, ils trichent un peu dans la mesure où il y a une plateforme STLA, mais elle est soit petite, soit médium, soit grande, selon le véhicule sur lequel on va l'utiliser. Modulable comme plateforme. Exactement. Alors, le Jeep Compass, donc, on a effectivement diffusé une espèce de dessin, si tu veux, une silhouette noircie qu'on voit d'ailleurs à l'écran derrière nous, qui est un véhicule... qui pourrait être le nouveau... Ça peut être prometteur si on regarde. Il est vraiment beau, là. Oui, c'est ça. Il est vraiment beau, mais il a l'air beaucoup plus gros. En termes de dimension, évidemment, on n'a pas les détails, mais c'est quelque chose qui est effectivement prometteur. La petite question que je me pose, c'est est-ce qu'on abandonne le Cherokee? Parce que là, si on grossit un petit peu le Compass, le Cherokee, je pense que le Compass pourrait faire les deux segments en même temps. Tout à fait d'accord. Moi, j'attendais le nouveau Cherokee. Là. Oui. Parce que le Cherokee actuel, même si c'est le véhicule qui a eu le plus de critiques à sa sortie, depuis sa sortie, personne ne peut dire un mot sur ce véhicule-là. Effectivement. Si on oublie la version 3.2. Mais ça s'est avéré un véhicule qui a fait le travail. Tout à fait. Et beaucoup de personnes attendent la nouvelle version, mais là, elle n'est pas là. Mais le Compass a été légèrement remanié. Pour le moment, il n'a pas pris toute la place. Il ne s'est pas si bien vendu. Le Cherokee, ça date de 2019. Mais on a beaucoup baissé le prix du Compass. Là. Fait que là, on est en train comme de vouloir, effectivement, remplacer probablement ces véhicules-là. La bonne nouvelle, quand même, c'est que le nouveau Compass va être assemblé en Ontario, donc ça va être un produit canadien. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'il y a aussi un autre véhicule du groupe Stellantis qui va utiliser la même plateforme, la STLA, et c'est le nouveau Alfa Romeo Stelvio. Un véhicule qui est largement dû pour être remodelé, hein, parce que ça fait quand même quelques années, même s'il est super agréable à conduire. Oui. J'ai conduit la version quadrifolio la semaine passée. À part de la deuxième hypothèque en essence, le reste, ça va vraiment bien. Mais... dans les deux cas, ce qui est impressionnant, c'est pas tellement le fait qu'on va utiliser la même plateforme, on annonce plein d'affaires, des nouveautés, c'est au niveau des motorisations que, même si on donne pas de détails, on a laissé entendre des éléments qui sont quand même particuliers. D'abord, ils vont tous avoir des versions à essence. Ça semble être assez confirmé, il n'y a pas de problème.
Là où il pourrait y avoir des changements, c'est au niveau des versions électrifiées. Parce qu'on nous promet des versions hybrides et même, peut-être, des hybrides à prolongateur d'autonomie. Et ça, si ça arrive, et bon, on en a déjà parlé, hein, le RAM qui va arriver, le RAM, dont le nom m'échappe, là, qui va arriver avec cette technologie-là. Rappelons-nous que dans le passé, les véhicules avec le prolongateur d'autonomie, pas du côté de Chrysler, mais une certaine Volt, entre autres, a été un succès absolument foudroyant et répondait à la demande de tout le monde. Quel était le véhicule le plus vendu, le véhicule électrique le plus vendu avant sa disparition? C'était la Volt. C'était la Volt. Effectivement. Qui, on avait voté comme le champion de la nouvelle technologie, puis la voiture parfaite pour l'époque. La Volt. Exactement. Donc, ce serait là-dedans, en fait, que Stellantis se dirigerait. Il voudrait miser, non pas sur des versions 100% électriques, parce que, bon, chez nous, on sait, on a quand même une facilité au niveau de l'électricité, mais c'est pas le cas particulièrement en Europe. Donc, on miserait là-dessus ce qu'on appelle des multi-énergies. Donc, c'est brillant. C'est oui, brillant, absolument. parce que là, dans la hiérarchie, on avait hybride léger, hybride branchable. Et là, on va avoir hybride prolongateur d'autonomie et électrique. Exactement. Donc, il vient s'immiscer une nouvelle catégorie dans la hiérarchie de l'électrification. Et je pense, encore une fois, que c'est la bonne décision parce que le moteur ne forcera jamais, le moteur ne propulsera jamais le véhicule. Ça, c'est la question. C'est la recharge. Ça, c'est la question qu'il faut poser. Oui, parce qu'il y en a dans certaines situations. La i3, rappelle-toi, de BMW, occasionnellement, le moteur propulsait les roues. Donc, en accélération hyper vive. C'est ça. Donc, on va la voir. Volt, on nous disait que non, mais bon. En tout cas, mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est une alternative intéressante. On n'a pas l'autonomie. On n'a pas l'autonomie électrique. Parce que c'est là, ça va être là le nerf de la guerre. On a zéro. On n'a même pas de confirmation qu'il y aura un prolongateur. Si ce Compass ou si le Stelvio arrive à 100 km d'autonomie, plus son prolongateur d'autonomie, bravo. Oui. Et autre chose, le design du Stelvio semble assez innovateur. Ouais, ça, par contre, tu vois, c'est ce qu'on a vu. Ce sont ce qu'on appelle des renderings. Donc, des dessins, c'est plus par des enthousiastes que pour la réalité. Donc, on va se garder une petite gêne sur ce côté-là parce qu'on n'a pas de détails, effectivement. Mais oui, ça s'en vient. C'est donc quelque chose qui va arriver. Toujours dans le monde électrique, on s'en va du côté de chez GM avec le Silverado électrique. Un véhicule dont on a... Oui, mais attends. On arrive avec des nouvelles versions, hein, des versions Work, des versions LT, donc des versions qui sont peut-être moins équipées. Mais attention, 792 km d'autonomie. Ça commence à faire du stock pas mal et ça va évidemment considérablement augmenter le créneau de ce véhicule-là parce que, écoute, 792 km... Là, on est près de 800 km d'autonomie. Ouais. Et tout ça avec un véhicule dont, évidemment, pas toutes les versions, mais on est capable d'aller chercher jusqu'à 660 chevaux, 780 livres-pieds de couple, et dans certains cas, on peut même remorquer jusqu'à 12 500 livres. Là, on parle d'un camion qui est capable de travailler pour vrai. Là, on dépasse ce que Tesla avait annoncé. Là. Oui, exactement. Et Tesla, il ne faut pas oublier que lorsqu'on va ajouter le 200 quelques kilomètres d'autonomie, c'est une batterie, on perd de la boîte. Là. Ouais. C'est une batterie qu'on ajoute dans la boîte. Alors que là, c'est vraiment standard. Donc là, c'est inclus dans la plateforme Ultium. C'est impressionnant. Je pense que chez GM, là, on vient de tracer une barre pour ceux qui ont besoin de ce véhicule-là, ceux qui veulent travailler avec ce véhicule-là. Maintenant, à tout près de 800 km d'autonomie, ça veut dire peut-être 600, 650 dans la vraie vie d'utilisation. Mais c'est quand même exceptionnel pour un véhicule de cette taille-là. Et au niveau du prix, c'est quand même raisonnable. Oui, bien, en tout cas, on verra à ce moment-là ce que ça va donner. On va justement faire un autre lien avec GM. On va continuer parce que tu parlais de Ultium, mais en fait, tu as bien fait de l'utiliser là parce que tu achèves de l'utiliser, le mot Ultium. GM a décidé qu'ils n'appelleraient plus ces véhicules électriques Ultium. Ils vont continuer de parler de technologie Ultium pour la batterie, mais maintenant, ils veulent faire affaire avec d'autres fournisseurs de batteries. Donc, ils ne pourraient plus parler uniquement de la plateforme Ultium. Donc, les nouveaux véhicules ne s'appelleront plus Ultium. Et le premier véhicule qui ne s'appellera pas Ultium, ça devrait être la nouvelle Bolt en 2026. Évidemment, qu'est-ce qu'on nous réserve avec cette nouvelle Bolt? Bien là, on parle beaucoup de la LFP. Hein? On parle beaucoup de batteries LFP, de batteries lithium fer phosphate, qui sont moins dispendieuses et au départ qui étaient capables de moins d'autonomie. Mais là, on est en train de progresser considérablement au niveau des capacités de cette batterie-là. Donc, on serait capable effectivement
d'augmenter. Ouais, parce Désolé. qu'on nous parle, avec la nouvelle boîte, la rumeur veut que l'autonomie soit en bas de 300 km pour arriver à un prix extrêmement bas. Donc, ce que tu me dis va dans la logique de la rumeur de plus en plus. Oui. Si on a une batterie qui coûte beaucoup moins cher, qu'on utilise cette technologie-là, qu'on donne un peu moins d'autonomie, puis qu'on arrive à un prix jamais vu dans un véhicule électrique. Alors, je sais pas, j'ai hâte de voir. On a été déçus avec l'Equinox là, à 35 000, mais là, probablement que la Bolt à 35 000, j'y crois. Ben moi aussi, puis surtout c'est avec une batterie LFP, si on est capable effectivement d'augmenter la puissance. Dans un tout autre ordre d'idées, et juste à temps pour que tu m'achètes mon cadeau de Noël, McLaren nous a présenté la nouvelle W1. Écoute, c'est incroyable comme véhicule, ça n'a aucun sens. Écoute, c'est un V8 4 litres de 916 chevaux. Ça, c'est la base. Il y a bien sûr une électrification qui vient avec ça. On est capable de monter jusqu'à 1125 chevaux. Ce qui est pas rien, on s'entend. C'est complètement fou, là. C'est vraiment une voiture de toutes les extrêmes. Sur la route. Là. Exactement. Il y en a 399, évidemment, pour un prix hyper abordable de 1,2 million de dollars. Sauf que... On a besoin de ça, là, 1000 chevaux pour dépasser sur l'autoroute. Ah oui, puis un 0-100 en 2,7 secondes. C'est comme Ça, c'est pratique. Et ça, on se sert de ça tous les jours. Ben oui. Et la bonne nouvelle pour toi, malheureusement, tu ne pourras pas me l'acheter pour Noël parce qu'elles sont toutes vendues. Déjà? Toutes C'est vendues. On est très triste, tout le monde, mais que veux-tu? Ça arrive comme ça. Parlant d'électrification, on sait que chez Toyota, on est un peu dans tous les sens chez Toyota. Hein? On parle beaucoup d'électrification, on parle d'hydrogène. Parce qu'imagine-toi qu'on est en train de développer des cartouches d'hydrogène que l'on pourrait changer comme une batterie. Et là, on parle des présentés bientôt. Ce sont donc des cartouches dont le format varie selon les prototypes, mais tu rentres la cartouche tout simplement. Tu fais un certain délai, tu arrives, cloc, merci beaucoup, nouvelle cartouche et on est reparti. Ça va être le même principe que les bonbonnes de propane réutilisables. Là. Exactement. Tu t'en vas, tu la mets là, sauf que le mur, de la façon que c'est fait, c'est que tu as un mur avec des orifices et tu prends ta cartouche qui est pleine, tu la mets et là, le carré devient rouge. Et une fois que la cartouche que tu as placée là devient verte, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Quelques temps après, elle se remplit au fur et à mesure. Donc, dans plein de stations-service, on pourrait avoir ce genre de distributeur-là et c'est génial comme idée. Là. C'est génial. Ça marche déjà avec des voitures électriques sans permis en Europe. Je suis allé en Italie, par exemple, il y a une petite voiture qui s'appelle la XEV, qui est minuscule. Là. C'est plus petit qu'une Smart et il y a même des morceaux qui sont imprimés 3D, imagine. Tu vas quand tu as un accident, littéralement, tu vas chez le concessionnaire et pour te réparer ton pare-choc, il l'imprime 3D. En tout cas, bref. Et ça marche à batterie, c'est 125 ou 150 km d'autonomie, mais ce sont 3 batteries que l'on enlève comme ça et que l'on met. Là, on fait la même chose avec l'hydrogène du côté de chez Toyota. Donc, évidemment, on dit que ça pourrait être commercialisé dès l'an prochain, les cartouches d'hydrogène du côté du Japon, bien entendu, pas chez nous. Par contre, Toyota n'a pas pour autant négligé le côté électrique de la chose, puisqu'ils sont encore à travailler avec Subaru actuellement à développer un autre modèle électrique. On sait qu'on a déjà le BZ4X Solterra, ça dépend de quelle compagnie tu parles, mais on dit qu'on est en train de développer un autre modèle électrique conjointement aux deux, qui ne serait pas une nouvelle version du Solterra. Donc, qui serait dans un autre créneau, probablement beaucoup plus petit, avec une autonomie que l'on souhaite beaucoup plus grande. Donc, évidemment, on est quand même là, dans quelque chose de particulier. On parle du BZ3X. Bien, lui a déjà été présenté. Ça pourrait être ce véhicule-là. On l'a déjà vu, le BZ3X que Toyota a présenté en prototype, mais là, on parle de vraiment quelque chose qui pourrait être fait avec Subaru. Désolé. Et enfin, une dernière petite nouvelle pour toi. La compagnie Foxconn, que je ne connaissais pas, c'est en fait la compagnie qui fabrique les iPhones pour Apple. Eux autres ont décidé qu'ils n'abandonnaient pas la question de la voiture électrique et ils ont formé une compagnie qui s'appelle Foxtron et ils ont présenté une minivan électrique. Évidemment, c'est un concept. On n'est pas rendu là encore, mais un véhicule qui fait 5 mètres de longueur avec une excellente autonomie, 7 passagers. Donc, ça pourrait arriver bientôt et semble-t-il qu'ils ont les reins assez solides pour faire le développement, contrairement à bien d'autres compagnies électriques qui ne les ont pas tout à fait. Un jour, une nouvelle compagnie avec les véhicules électriques va émerger. Un jour. C'est sûr.
C'est sûr, parce que... Il y en a trop qui commencent. Là. Ça commence, ça ferme, ça commence, ça ferme. C'est parce qu'en fait, le moteur électrique est assez simple. Contrairement au moteur à combustion, le moteur électrique est assez simple. Les batteries, ils ont 4 fournisseurs dans le monde, ou à peu près. Donc, c'est vraiment de faire une structure par-dessus puis de l'assembler intelligemment. C'est tout. Je pense que ça va arriver quand les gens vont avoir assez de sous. Un jour, ça va arriver. Merci, Marc. Exact. Fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête quelques instants et au retour, on répond à vos questions. Restez avec nous. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions et commentaires. Si vous n'étiez pas avec nous un petit peu plus tôt avec Charles Drouin de la Corporation Mobiliste, nous avons parlé du Salon du véhicule électrique. Marc Bouchard, Jacques Bienvenu et moi, on va être sur place. Et je vous rappelle les moments pour venir nous poser vos questions en direct. Vendredi, 16h, donc vendredi le 25 octobre à 16h et samedi le 26 octobre à 11h du matin. On va être là pour discuter avec vous. Ça va nous faire grand plaisir, n'est-ce pas, Marc? Bien sûr. On est toujours heureux de rencontrer les auditeurs. Toujours, toujours fier. Il y a M. Rivière qui nous pose une question, Marc, à savoir, est-ce qu'il y aura une version coupée de la Honda Accord 2025? Si oui, est-ce qu'elle va avoir une transmission manuelle? La réponse est non. En tout cas, je serais très, très étonné que ça arrive un jour. Je pense pas qu'on va se retourner vers ça. Du côté d'Honda, là, on est plus dans la berline traditionnelle. Et on n'a rien vu qui indiquait qu'on s'en allait dans cette direction-là. Non, moi non plus, j'ai rien vu dans cette direction. Même que je pense qu'on va limiter un petit peu les versions de la Honda Accord pour les années à venir. Autre question concernant M. Royer. Il dit « Bonjour, ma fille vient de déménager à Mexico. » Bravo, ça c'est le fun. Et elle me demande conseil sur l'achat d'une voiture neuve. Elle me mentionne quelques marques d'auto que nous n'avons pas au Québec. Est-ce que vous pouvez nous suggérer quelque chose avec les critères de fiabilité? On parle de la Volkswagen Polo qu'ils ont au Mexique, les chanceux. Oui. Nous, on ne l'a pas ici. Suzuki Swift ou la Toyota Yaris qu'on n'a pas ici, mais qui est la Toyota Yaris européenne, qui est mon choix dans les choix avec la Swift et la Polo en troisième. Oui, mais tu vois, moi, la Swift, j'ai beaucoup aimé ce véhicule-là. Effectivement, mais tu as raison, la Yaris est quelque chose de dynamique. Et il y a la fiabilité Toyota, évidemment. Oui, mais ce sont 3 excellentes voitures. D'ailleurs, les deux, la Yaris et la Swift, ont déjà gagné le prix de la meilleure voiture européenne de l'année. Donc, que ce soit l'une ou l'autre, là, c'est beaucoup une question de choix personnel, mais ce sont parmi ces deux-là, effectivement, que je choisirais. La Polo manque un petit peu de oomph, à mon avis, mais ça, c'est moi. Mais elle a du charme. Elle a quelque chose, la petite Polo. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on ait cette voiture-là ici. Puis je me souviens qu'on avait déjà fait des essais à Blainville, au centre, je me souviens plus comment ça s'appelle. KMG, bref, c'était le gouvernement qui faisait des tests là-bas et les tests de collision sont faits, je pense, encore là-bas. Oui. Et il y avait une Polo de Volkswagen qui était là, qu'on avait vue en passant. Puis on sait qu'elle était là pour subir un crash test dans le but d'être homologuée pour être vendue ici en Amérique du Nord. Mais vraiment, ça n'a jamais arrivé. Et c'est très dommage parce que j'ai aimé cette voiture-là, en tout cas au niveau du coup d'œil. Louise nous demande, la EV6 de Kia se compare-t-elle à la Tesla 3? Oui. En termes de prix, oui. En termes de prix, en termes d'autonomie, en termes de capacité, oui. La EV6 a plus d'espace de chargement, mais a aussi une capacité de recharge rapide à cause de l'architecture 800 volts. Fait que dans l'ensemble, oui, ce sont deux véhicules qui se comparent, avec évidemment les différences inhérentes. Mais asseyez-vous dans l'une et dans l'autre, vous allez voir que c'est deux voitures complètement différentes. Exactement. Toyota RAV4 2011. 4 cylindres, 91 000 km propre. Est-ce que c'est un bon achat? Hey, c'est un véhicule neuf. Alors, vous avez juste à vérifier, l'inspecter, vous assurer qu'il n'y a rien de dommage sur ce véhicule-là. 2,4 litres est un moteur increvable, vraiment. Là. Oui, mais un véhicule pouvez faire encore longtemps. Un véhicule de 13 ans qui n'a que 91 000 km, là, faites-le inspecter comme il faut. Pour savoir que les freins sont en bon état. Oui, parce que ça veut dire qu'il y a des longues périodes où il n'a pas roulé beaucoup, je dirais. Là. OK. Alors, Rémi, pour le printemps, je me cherche une voiture sport, puis je m'arrête sur une Corvette.
OK. Donc, pour le printemps prochain, là, si je comprends bien. Est-ce que je dois y aller avec le moteur central ou je dois y aller pour le moteur régulier, donc à l'avant, parce que c'est une voiture d'occasion? On choisit lequel des deux et c'est pour la plus de valeur dans 7-8 ans. On s'achète une Corvette, on la vend dans 7-8 ans. Est-ce que le moteur central ou le moteur avant va avoir le plus de valeur? Moi, j'opterais pour le moteur avant, qui, à mon avis, a encore plus d'enthousiasme et attire encore plus les gens. Le moteur central est assez controversé auprès des amateurs de Corvette et c'est eux qui vont être prêts à payer un supplément quand va venir le temps de la racheter. Alors, moi, j'irais pour le moteur avant, qui va garder plus sa valeur, à mon avis. Oui, mais ce qui parle, la Corvette va avoir de la valeur, ça a toujours eu de la valeur. Le kilométrage, l'état du véhicule, si c'est une ZO6 ou pas, donc on voit la version va aussi jouer. Mais celle que vous allez acheter, si vous la gardez belle, vous l'entretenez dans 7-8 ans, les deux vont avoir de la valeur. Moteur central, évidemment, c'est la grosse nouveauté. Peut-être que ça va garder le plus de valeur, mais vous allez la payer plus cher. Oui, c'est ça. Moi, je pense pas que... Puis dans 7-8 ans, je suis pas convaincu que les gens, les vrais amateurs de Corvette vont courir après les moteurs centraux. Ils vont vouloir la classique. Oui, ils vont vouloir la classique. Petite voiture, une Fit, une Micra ou une Yaris, est-ce qu'on va revoir une petite voiture sur nos routes un jour? Non. Mais ça, non. On va peut-être voir des micro-voitures électriques, là, mais il n'y a pas de marché. Et dites-vous que c'est pas le Canada qui dit que ce sont les États-Unis. Les États-Unis, des petits chars, ils n'en veulent pas. Alors, il n'y a pas un manufacturier qui veut prendre le risque d'importer au Canada des véhicules qui ne vendront pas. La preuve, la Volkswagen Golf, on en vendait 6 000 au Canada, puis on a décidé de l'abandonner parce que les États-Unis n'en voulaient absolument pas. On ne savait pas quoi faire avec. C'est triste. C'est d'une grande tristesse, mais en même temps, je parle des États-Unis, mais c'est pour l'Ouest aussi, dans bien des provinces. Bon. Mon espoir, c'est que Hyundai annonce un nouveau venu, remodelé, retravaillé, et qui pourrait mettre de la pression sur le reste de l'industrie. C'est peut-être l'espoir qu'on a présentement. C'est bien de vivre d'espoir, Daniel. Je suis positif, maman. Je vois ça. T'es négatif, c'est épouvantable. Ou réaliste, ça dépend. Merci, Marc. Ça me fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Bien sûr. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. N'oubliez pas de nous laisser vos noms si vous voulez gagner une paire de billets pour le Salon du véhicule électrique. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage.